En tout cas, bonsoir. Merci d'être là nombreux ce soir pour accueillir Alain Mandandou, que nous aimons beaucoup. Voilà. Je suis très attachée. On se connaît depuis longtemps maintenant. Depuis l'ouverture. Depuis ton premier livre. Voilà. Le Blanc Rouge et on ne s'est jamais quitté. Voilà. Ensuite, il y a eu un moment où on s'est quitté un petit peu et puis après, c'est reparti. Voilà. En tout cas, c'est vraiment génial d'avoir tous les écrivains comme toi, Alain, qui viennent nous voir. Pour nous, c'est un grand honneur. Voilà, on voulait insister, je te remercie. Merci. Voilà. En tout cas, et merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Voilà, moi je suis toujours un petit peu aux rencontres, mais vous avez vu, j'ai un peu disparu du presse-papier. Ouais. Mais voilà, on est tellement contents d'avoir Margot et Léa qui vont prendre la suite et qui ont déjà pris la suite, puisque moi... Maintenant, là, je suis vraiment partie. Là, la première semaine de la rentrée, j'étais sur un vélo, loin. Ça manquait. Donc, voilà. C'est comme ça, c'est la fête. Voilà. Et puis, vous avez vu, sans doute, toutes et tous, le beau programme que nous a concocté Nicolas. On a un super programme cette année de rencontres. Et c'est vraiment... merci beaucoup Nicolas pour ce beau programme que tu nous as proposé. Voilà, on est très contents. Vous avez le détail du programme un peu plus loin. Vous l'avez sur le... Je ne sais pas si on l'a mis sur le site encore, c'est ça sur le site, mais ça ne saurait tarder. Et puis, ça sera aussi sur Argenteuil en poche pour ceux qui utilisent Argenteuil en poche. Voilà. Donc, je voulais te passer aussi la parole, Margot. Déjà, pour juste dire, tu sais, les problèmes de newsletter. Ah oui. Ok, bon bah alors, en plus des problèmes de micro, on a toujours des petits problèmes de newsletter. Donc, si jamais on a déjà pris votre adresse mail, n'hésitez pas à aller vérifier vos spams et à dire non, ce n'est pas un spam, je le veux absolument. Au fur et à mesure, ça finit par enfin arriver dans la boîte mail. Ça marche. Si jamais vous n'avez vraiment jamais reçu de newsletter, mais que vous voulez être informé de toutes les activités qu'il y a au sein du presse-papier, vous n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de la rencontre au comptoir en disant « Je voudrais m'inscrire à la newsletter ». Et après, vous n'hésitez pas à vérifier vos spams une fois qu'on vous a inscrit. Voilà, parce que ça, c'est indépendant de notre volonté. On est détecté comme des robots et comme du spam, quoi. Oui, c'est un peu le problème des voilà, désolé, mais sinon, il y a quand même plein de façons de voir qu'est-ce qui se passe au presse-papier. Le tableau à côté de chez nous, on a toujours les petits papiers que Catherine vous a un peu distribués là en début de rencontre, qui sont mis à jour régulièrement. Instagram, Facebook et Argenteuil en poche. Et le site. Et le site internet. Je l'oublie, il est nouveau, enfin, il est récent. Il y a 3 ans maintenant, mais oui, vous pouvez aussi commander vos livres sur internet. Voilà. Donc, il y a quand même plein de façons de savoir ce qui se passe au presse-papier. D'autant plus aussi, on est dans Argenteuil en Seine, ma ville. À la toute dernière page, vous avez aussi un récapitulatif de toutes les rencontres jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc, tu dis un petit mot pour la reprise ou remercier déjà merci beaucoup de votre soutien. En tout cas, on va tout faire avec Léa pour que le presse-papier dure. Et on compte sur vous aussi, parce que ça tout ne tient pas qu'à nous. Et en tout cas, sachez qu'on ne va pas dénaturer le presse-papier. Hein, ça va continuer à être un petit peu le bébé de Gilles et Catherine, quoi. Les rencontres avec Nicolas vont continuer s'il le veut bien avec nous. Il est obligé. Voilà. On devrait s'attendre quand même à quelques travaux de rafraîchissement d'ici 2025-2026. Voilà. Et puis on va quand même installer 2-3 petites choses en plus, genre du jeu de société, de l'activité manuelle. Donc tenez-vous au courant, faites passer le message et puis voilà. Voilà, et donc
Donc, juste pour dire un mot de la prochaine rencontre aussi, avec Olivier Guèze, Mésopotamiens, que je suis en train de finir. C'est un livre formidable, un livre d'histoire, pas un roman historique, un livre d'histoire, un roman, une fiction d'histoire. Et, mais c'est un livre qui nous éclaire vraiment sur l'état du monde aujourd'hui et notamment l'état du Moyen-Orient. Et donc, c'est vraiment, il faut lire absolument ce livre qui parle de ça et qui nous dit beaucoup de choses de cette situation et de la situation dans laquelle est le monde aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça, c'est Olivier Guèze et ça sera le 1er octobre. Et on espère qu'on sera très nombreux aussi. Ce livre est formidable. Voilà. Et on aura donc Philippe Génada le 15 octobre, hein, que vous connaissez aussi, qu'on a reçu pour son dernier livre et qui revient pour celui qui vient de sortir. Donc voilà. Bon. Donc maintenant, on va parler juste 2 minutes. Moi, je vais dire 2 mots du livre d'Alain, que j'ai lu d'une seule traite en 2 heures de temps, tellement vraiment passionnant sur Angela Davis, une rencontre entre toi, Alain, et Angela au cours d'une conférence en 2014. Et puis, donc cette rencontre à l'Université de Californie de Los Angeles, cette université, donc elle s'est fait envoyer l'activité, voilà. Donc, elle n'a pas pu continuer d'enseigner parce qu'elle était prof. Hein, et donc, dans les années. Quelle année 70 Dans les années 70. Dans les années 70. Et c'est l'université dans laquelle tu enseignes aujourd'hui. Voilà. Donc. Ah oui, il y a une place là. 2, il y en a même 2. Il y a 2. Et donc, un récit croisé entre l'histoire d'Angela, mais ton histoire à toi, puisque finalement, Angela, c'est un personnage qui a compté dans ta vie, que tu as rencontré très jeune, chez toi, au Congo. Et donc, qui était un personnage qui, dès l'enfance, t'a fasciné, intrigué. Voilà. Voilà. Donc, bon, voilà. Mais c'est un roman, c'est pas un roman, mais il y a aussi, faut lire le livre, c'est un ovni littéraire, on va dire. Merci. Et, voilà, formidable livre d'Alain Mandon. Voilà. C'est bon, ça y est, j'en ai pas trop dit. Sinon, j'ai plus rien à dire. Merci. Alors, au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas Alain Mandon, que je le remercie d'être revenu vers nous alors qu'il est très demandé en ce mois de septembre. Vous êtes romancier, vous êtes essayiste, enseignant à l'université de Ducla, l'université de Californie, comme vient de dire Catherine. Vous étudiez de la poésie. Je me suis même laissé dire que vous touchiez à la production musicale également. Et vous étiez venu donc il y a 2 ans pour ce superbe roman, le commerce des allongés, dont on retrouve d'ailleurs quelques allusions, quelques bribes dans celui-là, et encore bien avant, à l'origine du presse-papier, pour Bleu, Blanc, Rouge, qui était votre premier roman. Ce nouveau livre, donc on l'a dit sur la figure centrale, Angela Davis, c'est un livre bref avec des chapitres courts, mais qui sont très intenses. C'est un livre absolument passionnant parce que plus on avance et plus on est pris justement par l'intrigue, par ce qui se raconte, et ça n'est pas du tout comme ce qui aurait été l'écueil évidemment de ce genre de livre, de faire une biographie d'Angela Davis. En fait, beaucoup de choses s'y mêlent, à la fois l'histoire du monde, votre histoire personnelle, à la fois dans votre enfance, le Congo, et puis plus tard, et des réflexions très importantes aussi, dont j'espère on aura tout le temps de parler, sur la France actuelle, et sur certaines choses qui se sont passées ces dernières années. C'est un livre qui fonctionne aussi un peu
comme une lettre, c'est un peu un miroir tourné à la fois vers nous et un peu vers vous. Et c'est un texte qui en évoque d'autres que vous avez écrit, comme par exemple Rumeurs d'Amérique ou surtout Lettres à Jimmy, demain j'en fais pas tant, et surtout Lettres à Jimmy, dont d'ailleurs, c'est-à-dire Jimmy, c'est James Baldwin, donc qui donne d'ailleurs des airs au livre. Alors, pour en venir à ma première question, qui est sur le titre, c'est-à-dire cette femme qui nous regarde, on peut dire qu'il y a deux façons de comprendre ce titre finalement. C'est cette femme qui nous regarde, c'est-à-dire qui nous observe, qui observe le monde, et qui nous regarde, qui est un peu, peut-être aussi, qui joue le rôle d'une conscience en quelque sorte. Et donc c'est pas un livre qui est inscrit dans le passé, c'est un livre qui nous parle encore beaucoup d'aujourd'hui, et aussi qui nous regarde parce que ça évoque un souvenir d'enfance pour vous, qui est le fait que vous aviez un oncle dont on va parler, qui est un personnage tout à fait savoureux, qui avait le livre avec la photo d'Angela Davis, et donc qui était bien dans l'évidence, et cette femme vous regardait donc tout le temps qu'on était à table, etc. Donc c'est cette femme qui nous regarde. Et il y a une troisième acceptation depuis samedi dernier, c'est que cette femme qui nous regarde, vous l'avez rencontrée réellement, puisque samedi à la fête de l'humanité, vous avez fait une rencontre avec Angela Davis. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous parler de cette rencontre? Voilà. Bon, merci déjà de me recevoir ici, parce que je sais que c'est l'une des librairies qui m'avait reçu pour mon premier roman. Et ça date de longtemps, je n'ose même pas dire la date. La France venait de gagner la Coupe du Monde en 1998, je pense, voilà. C'est là que j'avais publié Bleu, Blanc, Rouge, et je suis venu le présenter ici. On a expliqué comment, au début, c'est toujours dit, quand vous avez écrit un premier roman, vous n'avez pas encore de public. Ils avaient tout fait pour amener de force un public pour venir me supporter. Voilà. Et c'est pour ça que chaque fois qu'ils m'invitent pour venir signer ici, même si je dois aller à Monaco, je ne sais pas, en Mongolie supérieure, j'ai dit je retourne à Argenteuil. Donc je suis venu le faire avec intérêt. Et puis j'aime aussi le côté de l'animation qui est assurée ici avec précision. J'ai l'impression de faire non pas la littérature fast-food, mais la littérature gastronomique avec voilà, donc c'est le gastronome de la littérature. Donc pour en revenir à la rencontre que nous avons eue avec Angela Davis, c'est quand même extraordinaire de voir que c'est la première fois que j'écris un livre dont le point final se fait avec la rencontre du personnage à l'intérieur, alors même que quand j'écrivais le livre, je ne savais même pas où elle était et si elle allait venir là. C'est-à-dire que c'est quand déjà mon livre était en fabrication, en juin, et après, les gens de l'humanité ont dit « Ah bon, il y a un livre qui sort sur elle, mais elle vient. » Donc, on voyait lui les livres, on lui envoyait le PDF, etc. Et donc, l'humanité, évidemment, était très content, le journal, que je vienne. Il avait fait sa une. Aujourd'hui, même dans l'humanité, j'ai expliqué en 2 pages les réactions. C'est pour ça que j'ai acheté l'humanité en bas là-bas. Non pas pour flatter mon ego, mais pour aussi vendre le journal. Et donc, c'était une émotion d'enfance. Qui provenait de l'enfance. C'était aussi intéressant de voir que cette femme de 80 ans n'avait pas changé d'endurance. Elle a même dit que chaque fois que je viens à la fête de l'humanité, je repars encore plus révolutionnaire. Et ça, c'était la phrase que j'avais mis dans le journal. Et quand on lui avait demandé qu'est-ce que ça lui faisait de figurer dans mon livre, etc., qu'elle avait lu, elle a dit, elle était très humble. Elle a dit, oui, je suis très touchée, mais en même temps,
ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait seul. On est quand même une communauté. Et donc, chaque fois que je suis dans la Révolution, je ne suis pas seul. Et qu'on voit à travers ce livre vraiment l'hommage rendu à tous ceux qui vraiment ont participé à l'émancipation des peuples. Et donc, moi, je pense que ce qu'elle avait aimé, c'est plutôt comment j'allais dire, la démarche affective du livre. En général, les biographes, c'est voilà, note de bas de page, lisez la page tant, lisez le livre d'un tel, faites ce, on vous fait, il est né là, il avait accouché là, il a fait ceci. Mais c'était pas une biographie, comme vous voyez, c'est pratiquement même un roman. Parfois, il y a même des dialogues, il y a des choses qui sont imaginées, mais 99,9% sont des choses réelles qui sont romancées. Voilà. Alors, ce roman s'ouvre en fait par un chapitre qui s'appelle Autobiographie. Pourquoi ? Parce que ce qui a donné l'impulsion apparemment d'écrire ce livre, c'est la relecture de l'autobiographie qu'elle a publiée dans les années 70. Cette autobiographie dont on parlait tout à l'heure, qui figurait sur la bibliothèque de l'oncle, comment il s'appelle, le tonton René, et qui regardait donc toute cette famille. Livre que vous avez relu d'ailleurs dans un certain contexte qui est celui si vous voulez, de l'assassinat de George Floyd. Et sur cette image, ce qui m'a frappé sur cette photo qui trônait sur la bibliothèque, c'est que vous dites à un moment, j'avais l'impression qu'elle me suivait du regard, qu'elle nous regardait, et je me demandais si elle n'avait pas un peu une fonction d'icône, un peu comme vous savez, les mânes des foyers, comme on trouve dans Virgile, par exemple, et qui sont là non seulement pour protéger le foyer et pour unir les gens, mais aussi pour unir les générations entre elles, c'est-à-dire qu'il y a un rôle de mémoire. Et finalement, ce livre, c'est un livre de mémoire aussi. Oui, c'est à la fois un livre de mémoire et un livre aussi de regard sur le présent. C'est que le pouvoir de l'image est fondamental. Quand je l'ai expliqué à gauche et à droite que le plus vous regardez une photo, le plus vous avez l'impression que la photo vous regarde. Quel que soit l'endroit où vous allez dans la pièce, mais puisque vous êtes en train de regarder avec la conscience que la femme qui est sur la photo vous regarde, comme la Marguerite Duras qu'on a vu tout à l'heure, vous avez l'impression que le regard de la femme quadrillait tout. Et comme quand on mangeait, elle était derrière, et ma mère, mon père et moi, on avait la malchance de manger en face d'elle. Et c'est là que ma mère a dit, mais c'est qui cette femme-là qui nous regarde quand on mange? Donc c'est peut-être aussi le symbole. Vous savez, il y a des maisons où on met des statuettes. Et nous, on avait peur plutôt des statuettes parce qu'on ne sait jamais, la nuit, quand vous dormez, les statuettes vont descendre, aller ouvrir les marmites, manger, retourner dans le mur. Hein, parce qu'il y a des statuettes qui sont de l'ordre de la sorcellerie. Hein. Et il y en a, mais ils ne protègent pas, ils peuvent même manger toute la famille. Les uns après les autres, vous dites, ah, mais dans cette maison, en fait, on a tous l'attention. Non, c'est la statuette là qui mange. Parce qu'au fur et à mesure, vous voyez que la statuette, il y a des jours où elle est maigre, puis quand elle a mangé, elle a grossi. Donc, voilà. Cet oncle René. Ça, c'était pour Peggy. Hein. Ma soeur qui est là-bas. Voilà. C'est ma soeur qui est là-bas en rouge là-bas. Elle aime les histoires de statuettes là. Bon, dès la recherche, il y a cet oncle René, donc ça se passe dans votre enfance, hein, dans les années 70, au Congo. Il y a une autre caractéristique liée à Angela Davis, c'est que c'est un marxiste, c'est un communiste. Et alors, qu'est-ce que ça représente à l'époque le Parti communiste au Congo? Parce qu'on a l'impression à vous dire que c'est pas du tout la même ambiance que le Parti communiste soviétique ou français, et encore plus américain, quoi, dont on parlera. Nous, c'était autre chose. Vous savez que chez nous, en Afrique, on prend les concepts de l'Europe
et après on les tropicalise. Hein. On met un peu de sauce. Regardez la religion chez nous, on danse. Hein. Moi, quand je suis arrivé en Europe pour aller dans les églises, les Blancs étaient tristes. C'est comme si Jésus n'a rien donné depuis des années, donc ils sont assis là. Mais dans nos églises, on se précipite pour danser, roulement de tambour. Le prêtre s'arrête et fait des coups de rein inégalés. Donc même, il y a une sorte de concurrence de danse avec le prêtre. Si vous allez dans les vidéos, regardez dans les trucs de Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, comment les prêtres sont devenus même des grands musiciens qui remplissent des salles à faire pâlir de jalousie les vrais musiciens. Donc il y a dans notre conception aussi, marxiste-léniniste, on avait remplacé les Karl Marx par le président de la République. Donc il y avait sa photo partout. On disait le président, le camarade immortel, c'est-à-dire il ne meurt jamais. Même quand il meurt, on dit non, il est immortel, prenez ça comme ça. Et donc, et en dehors de cela, donc le culte de la personnalité était là. Et puis nous autres qui étaient les élèves, on était devenus les pionniers de la révolution. On était inféodés dans un mouvement qui s'appelait le Mouvement national des pionniers. Donc dès que vous naissez, même avant, dès que vous êtes enceinte, on dit déjà il y a un pionnier qui va arriver. Donc le pionnier, voilà, l'enfant est communiste dès le vagissement. Donc il n'y a pas dans ce sens... voilà. Et puis on chantait vraiment la gloire. Il y a des très belles pages au début, très touchantes, sur ce que font les enfants qui sont en uniforme et qui chantent le début d'un hymne national que vous citez. Enfin bon, vous découvrirez ça en le lisant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est... Donc, intervient bientôt, enfin vous citez rapidement dans le livre, cette conférence en 2014, quand j'ai la délice à faire dans votre université. Où la première fois que je l'avais aperçu. Voilà. Et là, vous trouvez tout de suite une sorte de fraternité, de connivence, disons, avec elle, sans la connaître, bien sûr. Et si je comprends bien, en tout cas, le développement, enfin la construction du début de votre livre, il y a d'abord le livre d'Angela Davis, l'icône, disons, qui entraîne ce sentiment de fraternité qui va se retrouver dans la conférence, et ensuite une ouverture au monde. Pourquoi? Parce que dans cette conférence, elle va raconter sa vie et raconter aussi l'histoire de son temps. Et d'ailleurs, vous dites, je m'attendais à ce qu'elle allait dire. Oui, le livre va s'ouvrir par cette conférence. C'est comme ici, on peut être assis ici, je suis en train de parler, et tout d'un coup, quelqu'un dans la salle se met à penser à autre chose. C'est ce qui m'était arrivé. Elle était en face, mais au lieu que j'écoute la conférence qu'elle faisait intégralement, j'avais des allers-retours entre mon enfance, me disant que oh, mais cette femme qui est ici, à cette époque, elle avait 70 ans, puisqu'il y a 10 ans. Cette femme qui est ici, probablement qu'elle pourrait avoir l'âge de ma mère si elle était vivante. Et après, je commençais à voir, je me dis, ce n'est pas la femme qui est là que je voyais, mais c'était la femme de l'enfance. Et c'est peut-être ça qui a déclenché l'écriture du livre. Moi, j'aime bien un livre qui se déclenche par une inspiration et non par le choix du sujet. Parce qu'il y a des gens, je vais écrire sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, vous avez choisi. Alors que si vous parlez de rien, tout d'un coup, vous voyez un vieil homme qui passe et vous pensez aux tirailleurs sénégalais. Et là, vous commencez à écrire des belles pages sur la guerre de 14-18. Et donc, moi, c'est ce qui s'était passé. Elle était en train de parler des questions, comment il était emprisonné, comment à l'époque, il était difficile de vivre dans les quartiers des Blancs, on les bombardait, on les pendait, son père vivait avec une arme. Et quand elle parlait de son père, moi, je voyais de l'autre côté mon père, pendant que les autres pères sont en train de se battre avec des armes, mon père, tranquillement, il est en train de manger boire son vin de palme, discuter de communisme. Et là-bas, ils sont en train d'avoir peur. Et donc, c'est l'idée même d'écrire un livre
qui seraient parallèles. D'un côté, je raconte ce que je sais d'Angela Davis depuis mon enfance, et de l'autre, je raconte le Congo et l'Afrique de ces mêmes années 70 jusqu'à arriver à la France aussi de ces années 70 jusqu'à la France des années 24, des années 2000. D'ailleurs, vous dites à propos de ces années 60-70, une phrase qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est dites qu'à cette époque, le monde changeait chaque jour. Et ça, c'est une chose dont on se rend vraiment compte en vous lisant, parce que vous faites un panorama de tous des grands événements, des événements marquants, en tout cas de ces années-là, depuis la crise de Cuba jusqu'à le Vietnam, disons. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il est possible, alors c'est une question un peu impossible, il ne faut pas que ça nous mène jusqu'à minuit, mais... On va dire à 23h40. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama, nous dire quelle est la vie d'Angela Davis entre les années 69 et 72, disons, qui sont ces grandes années où elle commence à avoir beaucoup d'ennuis, et ce qui se passe aussi en Amérique à ce moment-là. Disons que on ne va pas aller jusqu'à... On va essayer de circonscrire ça, sinon tout est rapidement souligné aussi dans le livre. C'est que dans ces années 70, du côté des Africains, ça fait à peu près une dizaine d'années que nous sommes sortis des indépendances, mais les dictatures se sont installées. Entre-temps, dans ces mêmes années 70, on discute beaucoup de la question de la guerre du Vietnam, les Mohamed Ali qui refusent d'aller au Vietnam pour la faire. Dans ces mêmes années 70, il n'y a pas longtemps, peut-être disons que 7-8 ans, il y a eu la mort des grandes icônes américaines, les Malcolm X, les Martin Luther King, même aussi le président John Fitzgerald Kennedy. L'Amérique est en pleine turbulence. Il y a toujours aussi la question avec le Cuba, la question de la peur du communisme, ce qu'on appelait la chasse aux sorcières. Et Angela Davis vit dans cette turbulence-là. Et en France, entre-temps, on a eu, avant les années 60, juste au début des années, fin des années 60, on a mai 68, le général de Gaulle qui a du mal, les gens, comment on dit, sous les pavés, je ne sais pas, voilà, sous les pavés de la plage, etc., la révolution sexuelle des années 69, voilà, c'était comme un film que j'ai déroulé parce que sincèrement, j'ai pratiquement même l'impression qu'il faut que moi, je fasse mon premier film avec ce livre. Voilà, comme ça, j'en ai marre. Les autres font des films. Moi, je fais un documentaire. Cette fois-ci, je vais faire ma propre fiction. Comme ça, je l'agrandis avec l'image pour présenter tout ça en noir et en blanc. Et donc, Angela Davis est donc quelqu'un qui était en France à ce moment-là. Elle faisait des études aussi à la Sorbonne, elle aimait bien Jean-Paul Sartre, elle aimait la philosophie de l'existentialisme, et elle n'avait pas fait que la France, elle a fait la Suisse, l'Allemagne, beaucoup de pays, mais elle tenait à étudier ici, c'est pour ça qu'elle comprend le français et parle, même si ça diminue de plus en plus, et elle quitte la France dans ces années 70 en disant qu'il y a la révolution qui se passe dans mon pays, je ne peux pas rester en France ici. Donc, elle est rentrée là-bas comme professeur de philosophie. Et le premier poste qu'il va avoir, c'est dans mon université de Californie. On la nomme professeur de philosophie, mais on va la virer tout de suite quand on va se rendre compte qu'elle est communiste et appartient au mouvement identitaire des Black Panthers qui réclament vraiment une nation noire. Donc, voilà un peu... Et moi, paradoxalement, qui viens d'un pays communiste, je serais embauché dans la même université sans qu'on me demande « Est-ce que vous êtes communiste ?» Donc, c'est là que nos vies se sont croisées. Alors, il faut dire qu'elle a beaucoup d'ennuis parce que, notamment, avec par exemple, le gouverneur de l'époque qui est Ronald Reagan, qui était le gouverneur de Californie. Voilà, et, parce qu'elle est persécutée aussi
parce qu'elle est communiste, parce qu'elle est noire et parce qu'elle est féministe aussi. Tout ça se mêle, mais aussi toujours le poids de l'administration d'Edgar Hoover, qui s'était distingué par Voilà. Et peut-être ce qui va être le plus fort, c'est que dans ces années 70, il y a des étudiants qui font des revendications à l'université de Berkeley en Californie, et elle va faire un discours là-bas et traiter les policiers de pigs, c'est-à-dire des cochons. Et ça, Reagan, qui était gouverneur, dit ah là, cette femme-là atteint l'apothéose, il faut qu'on la vire de l'université, et on la vire à ce moment-là. Mais sa vie aussi de militante va commencer au moment où on va incarcérer 4 personnes qu'on appelle les frères de Soledad. C'était des frères des Black Panthers, vous savez, des touffes afro, s'habillaient en noir. La police, la justice les avait attrapés et on les avait mis dans une prison en Californie, dans cette cité qui s'appelle Soledad. Parmi les 4, il y a un qui s'appelle George Jackson, mais en fait, il était très proche d'Angela Davis. On dirait qu'il y a eu une petite histoire d'amour à l'intérieur, les lettres, aujourd'hui même les lettres qui se chantaient les deux, vous allez mon chéri, ma chérie, et tout ça. Donc il y avait quelque chose que la justice américaine a dit, si on appuie là, on peut faire tomber cette femme. Et pendant qu'il est à la captivité de ce monsieur, Angela Davis devient presque la protectrice du petit frère de ce type, Jonathan. Et le petit frère, en secret, avait l'ambition d'aller délivrer par tous les moyens ses frères, et son frère en particulier dans la prison. Mais pour le faire, il faut une technique. Il a attendu qu'il y ait un procès quelconque d'autres noirs qu'on faisait pour arriver avec des armes, vouloir prendre ces prisonniers-là en otage et demander qu'on libère ses frères de l'autre côté. Sauf que la prise d'otage s'est mal passée, ça a tué le juge suprême, le juge de la Cour suprême, ça a tué beaucoup de gens et on a abattu les jeunes hommes. Et quand on a regardé de près, les armes qu'avait ce jeune homme étaient au nom d'Angela Davis. Donc on a fait le rapport, on a dit complice de la tentation, d'évasion, et c'est là qu'on va la mettre pendant 2 ans en prison et que vont commencer les mouvements de libération de cette femme dans le monde entier. Voilà. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de ses études en France, des écrivains qu'elle aimait, et parmi les gens qui l'ont beaucoup soutenu dans cette période, il y avait Sartre, Jean Genet, Aragon, enfin beaucoup de... Donc, la France a été essentielle dans la libération vraiment d'Angela Davis, tous les intellectuels étaient derrière, etc., etc., et c'était quelque chose de fondamental. C'est pour ça que quand je vois le scénario du film, je passe par l'aspect, cette histoire d'amour entre George et Angela Davis, parce qu'il faut sortir de là une histoire à la fois réelle, mais aussi portée par la fiction. Comment par le biais d'un amour, même s'il est réel, ou s'il est platonique, ou je ne sais pas comment à cette époque, parce que Angela Davis, dans sa vie, est plutôt avec une femme dans sa liberté sexuelle. Mais j'ai vu à ce moment-là des vraies images de cette histoire d'amour, d'autant plus que les lettres d'amour là sont publiées. Il faut signaler aussi que dans ce livre, il y a beaucoup de références et de réflexions sur la littérature, sur des grands livres qui sont écrits à ce moment-là. Par exemple, quand vous parlez des indépendances en Afrique, et vous citez par exemple le Soleil des indépendances de Kuruma, ou le cahier d'un retour au pays natal des Césaire, et aussi alors un titre qui est bien antérieur évidemment, mais qui m'a accroché l'oreille, c'est Au cœur des ténèbres de Conrad, dont Coppola a adapté l'histoire sur le Vietnam. Donc, tout ça, je crois que c'était Apocalypse Now. Voilà, c'est ça. L'Apocalypse maintenant. Mais parce que c'est Au cœur des ténèbres de Conrad était pour nous aussi un livre qui montrait
une autre Afrique perçue par les Occidentaux, comment les Occidentaux percevaient l'Afrique. Et dans le monde anglophone, ce livre-là a déclenché la véritable naissance de la littérature africaine en anglais, parce qu'il y avait quelques clichés qui étaient à l'intérieur que les anglophones ne supportaient pas. Ils pensaient que le personnage principal de ce livre, Marlowe, qui était un explorateur, regardait de loin le continent africain, mais ne saisissait pas l'âme des Africains. Or, pour saisir l'âme des Africains, il faut les Africains eux-mêmes. Quand vous n'êtes pas né dans une maison dans laquelle la pauvreté est là, où vous sentez que quand on est en train de préparer même une nourriture banale, vos yeux sont là, vous savez que vous devez considérer ça comme le plus grand plat au monde et que vous nous voyez plutôt depuis le bateau, ce n'est pas la littérature. Mais on a eu aussi cette version du côté francophone avec toutes les littératures des expéditions, les littératures des écrivains africains, parce qu'à l'époque, un écrivain africain, c'était un blanc qui vivait dans les colonies. Et il tenait à ce titre. Hein. Quand il arrivait en France, je suis un écrivain africain, ils étaient blancs pour se distinguer des autres, les blancs qui étaient ici, parce que la littérature coloniale se vendait mieux que les descriptions de la neige, je ne sais pas, dans les Alpes, non, ça ne m'intéressait pas. Alors, et il y a aussi une chose qui est tout à fait charmante, à la fois très ingénieuse et très charmante dans ce récit, c'est que vous faites parfois des digressions, enfin plutôt des apartés plus quotidiennes. Par exemple, vous parlez beaucoup de vos deux chiens, de petits chiens qui s'appellent Moki et la Vomatique. Donc vous dites à la fin que ce sont des chiens très ouverts d'esprit. Enfin, oui, quand même. Et bon, mais vous vous rendez compte qu'ils ont assisté à l'accouchement de ces livres. C'est des chiens qui étaient là, ils ne comprenaient pas toute la journée, je suis en train de taper, ils sont là, ils regardaient, c'est quoi cet humain-là, ils regardent l'ordinateur du matin jusqu'au soir, et tout d'un coup, à force d'être dans le décor de l'écriture, eh bien, ils sont devenus aussi des personnages. Vous avez oublié aussi que je fais la cuisine à l'intérieur. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ah, pardon. C'est que vous parlez beaucoup de cuisine, de ce que vous voyez à la télé, de la cuisine, et alors là, vous dites quelque chose de très important sur ce que vous mangez, parce que ça nous fait penser aussi à la création littéraire, d'une certaine façon. Parce que vous dites, attendez, je vais faire, voilà, à propos d'une certaine recette, vous dites que vous accommodez la cuisine d'origine à celle de Los Angeles. Et finalement, dans ce récit, c'est ce que vous faites, vous accommodez vos impressions d'origine, d'enfance, etc., à la lecture d'Angela Davis et à votre vie actuelle. Oui, je pense que faut s'adapter à certaines situations. Ça fait plus de 20 ans que j'habite aux États-Unis. Ça m'a pris du temps avant de commencer à écrire sur l'Amérique, mais je ne l'ai pas écrit sous la forme de roman. J'ai d'abord commencé sous la forme presque des textes d'auteurs, James Baldwin, Rumeurs d'Amérique, presque des nouvelles, puis une sorte de biographie. Je sais que le roman est en chantier actuellement. Et c'est la même chose quand j'arrive quelque part. Si je ne retrouve pas les éléments d'origine de chez moi, eh bien, j'essaye de m'accommoder. Et donc, et puis moi, j'ai appris à faire la cuisine moi-même en pensant à ce que faisait ma mère à l'époque. Voilà, l'essentiel pour un Africain, quand il arrive quelque part, il faut qu'il y ait de la pâte d'arachide. Voilà. Avec ça, il va moduler pâte d'arachide au poulet, pâte d'arachide aux viandes, pâte d'arachide à la pintade, pâte d'arachide au poisson fumé, pâte d'arachide au, je ne sais pas, à quel légumes. Et par la suite, s'il découvre les boutiques mexicaines, parce qu'il y a les Mexicains, il y a les Asiatiques qui ont aussi des produits exotiques. Et moi, j'habite à Koreatown. Je suis le seul écrivain, peut-être d'origine franco-congolaise, à vivre dans un immeuble où il y a 17 propriétaires, 16 Coréens et un franco-congolais. Donc, je ne vous dis pas, les réunions des copropriétaires, quand j'arrive, ils sont tous 17 Coréens,
dès que j'arrive, boum, on change, on passe en anglais, parce que je suis là. Donc, je m'adapte même dans la cuisine. C'est pour ça que je veux aussi, quand j'écris, faire partager le lecteur ou la lectrice de cette expérience de l'écriture en live, comme on dit. On peut y voir un éloge aussi du mélange et du métissage. Ah oui, je pense que le métissage est essentiel. Les gens croient que le métissage, c'est seulement mélanger les peaux. Le métissage aussi, ça se fait à travers la cuisine, ça se fait à travers... Un Français qui lit la littérature congolaise, espagnole ou quoi, est en train de métisser sa culture. Et ce métissage va lui permettre de voir le monde autrement. Parce que quand vous n'êtes pas métissé, c'est qu'on vous a imposé une littérature nationale en vous faisant croire que c'est la meilleure et c'est au premier étage. Et quand vous allez lire les autres, vous dites, mais là, je m'amuse bien. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive à la maison sur un tapis roulant, tapis volant, qui se pose 100 ans de solitude. Ou bien vous allez comme ça, quelqu'un qui va se battre contre les moulins, vous avez Cervantes. Vous savez, quelque part, il y a un rat qui a un peu bloqué la porte, et puis un deuxième, troisième, la peste d'Albert Camus. Vous avez un couteau qui brille comme ça, hein, l'étranger d'Albert Camus. Hein. Vous avez un navire qui va du côté des ténèbres, on l'a dit, au cœur des ténèbres. Donc ces beaux romans font que peut-être que notre libération passe. Moi, il faut que je recompose la bibliothèque du Front National. Je les ramène beaucoup d'éléments là. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, qu'il y a une chose qui est très intéressante aussi et très plaisante, c'est que ça ne raconte pas seulement les luttes dont j'ai dit sur le plan politique ou sur le contexte historique de l'époque, mais il y a aussi une lutte très importante dont vous faites l'éloge, qui est une lutte culturelle, disons, sur le plan culturel. Alors, vous commencez à en parler. Je prends deux exemples, par exemple, dans la musique et dans la littérature. Dans la musique, vous parlez de l'épisode en 1980, quand John Lennon est assassiné, et vous dites que l'écho s'en fait ressentir encore jusqu'au Congo, où vous êtes, où vous parlez de la mélodie Imagine, etc. Je me suis aperçu d'ailleurs, enfin j'ai repensé, que d'ailleurs dans un de ces albums qui s'appelle Sometimes in New York, oui, il y a une chanson sur Angela Davis. Et enfin bon, donc tout ça, ces chanteurs, ces musiciens, etc., ont évidemment un rayonnement planétaire qui porte aussi ces idées et ces combats. Et d'autre part, sur la littérature, il y a un nom très important que vous avez cité tout à l'heure, enfin, disons, il y a deux tendances. Il y a la littérature, si j'ai bien compris, il y a la littérature, dans la littérature, disons, du règlement de compte, quoi, qui est plus offensif, disons, comme Richard White, par exemple, et une littérature qui revendique, disons, d'être considérée non pas comme de la littérature noire, mais de la littérature tout court, et d'entrer dans l'histoire de la littérature, comme par exemple James Baldwin, ou plus tard Toni Morrison, enfin des auteurs comme cela. Alors, James Baldwin, vous en parlez dans un livre qui s'appelle Lettres à Jimmy. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est un écrivain tellement important? Alors, c'est un écrivain important pour moi, James Baldwin, parce que ça relève un peu de mon histoire aussi avec les États-Unis. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas l'anglais, puisque quand on était en Afrique, on nous disait n'apprenez pas l'anglais, vous n'irez jamais en Angleterre. Donc, on restait sur la France et on se rend compte qu'il faut parler anglais pour parfois avoir un poste international. Et quand on m'avait nommé professeur, ne parlant pas, je suis arrivé 6 mois avant, c'est les livres de Baldwin que je lisais en anglais pour peaufiner, pour avoir le vocabulaire. Parce que j'avais commencé à lire un livre, La Chambre de Giovanni, je le trouvais simple dans l'écriture, mais dense dans l'univers. Et du coup, plus je passais le temps à le lire, j'ai fini à aimer l'univers de cet écrivain pour enfin lui consacrer le livre qui est Lettres à Jimmy. Et l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, James Baldwin
m'avait pratiquement sauvé, puisqu'en sortant ce livre, on m'a maintenu comme professeur alors que j'étais arrivé juste comme un écrivain en résidence. On dit, oh, puisqu'il peut écrire sur les écrivains américains, il faut qu'il reste là. Je suis resté, donc, alors qu'il y a les grands professeurs qui sont là, qui se battent pour publier, ils ne publient pas. En plus, je publiais ça dans une grande maison française, c'était chez Fayard. Et ils publient dans les maisons universitaires un peu entre eux, ils se comprennent, et ils tirent 200 exemplaires, ils vendent 10 par décennie, et puis c'est bon. Et là, il y avait un livre populaire, parce que quand c'était sorti en 2007, c'était quand même un livre vendu à plus de 30 000 exemplaires. Donc même dans les milieux universitaires, il y en a qui disent, vous êtes sûr qu'il est sérieux, parce que si ça se vend, c'est que c'est pas bon. Donc il y a cet esprit-là qui était là. Donc Paul Buile m'avait sauvé dans ce sens. Paul Buile m'avait permis aussi plus tard d'écrire un autre essai qui s'appelle Le sanglot de l'homme noir. Et c'est toujours dans cet esprit-là que je suis arrivé au Collège de France pour écrire aussi des essais dans ce sens-là. Et donc, Paul Buile, pour moi, restera celui qui m'avait ouvert les portes des États-Unis, mais c'est lui aussi qui m'avait fait ramener vers Angela Davis parce que j'étais tombé sur une lettre qu'il avait écrite à Angela Davis pendant qu'elle était en prison. Ça s'appelle Lettre à ma sœur, dont j'ai repris un peu l'esprit à l'intérieur, où il s'est digné de l'absence pratiquement d'engagement des journaux américains, alors même que sur le plan étranger, c'était un grand problème. Et puis Baldwin et Angela Davis étaient très très proches. Et ils ont tous les deux un lien à la France et à... Ah oui, c'est vrai. Tous les deux. Baldwin a vécu pratiquement jusqu'à sa mort dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence, où il recevait tous les écrivains et intellectuels de son temps. On voyait là-bas les Miles Davis, les Nina Simone, les Cocteau allaient là-bas, les Picasso, Simone Signoret, Yves Montand, c'était ses amis à cette époque-là. Oui. Il y a un dernier... Bref, voilà. Parce que sinon, après, on fait des grands signes, on dit que j'ai pas Non, mais attendez, il y a un point très important sur lequel j'aimerais vous faire parler, c'est que vous soulevez une question tout à fait épineuse, qui est celle d'un racisme structurel, c'est-à-dire un racisme qui n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, simplement des gens qui comme ça, qui voient les noirs, je ne sais pas, mais quelque chose qui a à faire avec l'histoire, et notamment en France, on va dire comment ça vient dans le récit, c'est justement parce qu'Angela Davis, dans sa fameuse conférence avec parle d'un fait d'ailleurs que j'ai appris en lisant que je ne connaissais pas, d'un fait dans ce livre qui est une directive qui s'appelle la directive linéaire, c'est ça, qui date de 1918 et si on a le temps, on pourrait peut-être en lire un petit extrait si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Parce que ça donnera le ton de... Voilà. De ce propos. Donc c'est... Ouais. D'accord. Donc c'est pendant la fin de la guerre, il y a beaucoup de soldats américains noirs. Alors pendant la Première Guerre, il y a beaucoup de soldats noirs qui sont venus combattre, et ils sont noirs américains, et l'Amérique a peur que ces noirs puissent voir la liberté qu'il y a en France, alors que chez eux, il y a la ségrégation raciale. Et les Américains tentent de persuader le gouvernement français d'instaurer une sorte de ségrégation raciale juste pour les aider à ce que ces noirs-là ne voient pas comment les choses se passent. Et donc, ils envoient une directive, dont j'ai repris un paragraphe, comment c'était écrit à l'époque. Donc ça, c'est les Américains qui parlent. Il importe que les officiers français appelés à exercer un commandement sur les troupes noires américaines ou à vivre à leur contact
ait une notion exacte de la situation des nègres aux États-Unis. Les considérations exposées dans la note suivante devraient donc leur être communiquées et il y a un intérêt considérable à ce qu'elles soient connues et largement diffusées. Il appartiendra même aux autorités militaires françaises de renseigner à ce sujet, par l'intermédiaire des autorités civiles, les populations françaises des cantonnements des troupes américaines de couleur. Le point de vue américain sur la question nègre peut paraître discutable à bien des esprits français, mais il ne nous appartient pas à nous, Français, de discuter ce que certains appellent un préjudice. L'opinion américaine est unanime sur la question noire et n'admettrait pas la discussion. Le nombre élevé des nègres aux États-Unis, 15 millions environ, créerait pour la race blanche de la République un danger de dégénérescence si une séparation inexorable n'était faite entre noirs et blancs. Donc ça, c'est ce qui a été envoyé aux Français et quelqu'un reprend, rajoute, voilà, ne discutez pas, c'est comme ça que ça se passe, il faut appliquer. Voilà. Et alors, la toute fin du texte que vous venez de lire m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, mais alors si on changeait le mot nègre et qu'on mettait arabe, par exemple, eh bien, ça serait presque acceptable pour beaucoup de gens aujourd'hui. Mais fort heureusement, s'il faut le dire, au moment où certains préfets commençaient à appliquer ça, ça a fait un peu de remous et le ministre de l'Intérieur a retiré le truc et a demandé que ça ne se passe pas ainsi. Sinon, on aurait eu pour la première fois la ségrégation raciale en France. La France, qui n'a pas fait l'esclavage des Noirs, aurait fait une ségrégation raciale spéciale pour aider leurs amis américains. Et heureusement que l'esprit saint s'était réveillé pour dire non, on ne fait pas. Et ces documents a été pratiquement caché jusqu'à... Voilà, je suis allé retrouver ça, je dis, mais pourquoi personne n'en a parlé? C'était dans un grand journal, et donc j'ai retrouvé le journal ancien, et comme pratiquement on est dans la prescription, j'ai pris un petit document, quoi. Il y a deux autres symptômes de ce racisme, disons, pandémique, structurel, que vous prenez des exemples très récents. Une histoire avec Valérie Pécresse, donc, qui est la présidente de notre région. Ici? Ici? Ah, d'accord, ouais. Moi, je pensais que c'était d'Argenteuil. Parce que, bon, il y a une histoire de signature d'Angela Davis qu'elle a trouvée en bas d'une pétition qui n'a pas pu, enfin bref. Elle veut débaptiser une école Angela Davis, elle veut la rebaptiser Rosa Parks. Et alors, là, vous dites, mais voilà, ça c'est le coup que font tous les gens qui veulent diviser, quoi, c'est-à-dire opposer des gens qui finalement ont les mêmes combats, Rosa Parks et Angela Davis, pour les dominer et les diviser. Alors ça, c'est un exemple dont vous parlez. Mais en fait, parce qu'il faut aussi qu'on explique la chose, c'est que Angela Davis avait signé une pétition écrite sur l'histoire coloniale de la France, dans laquelle on disait que la France restait toujours un État colonial, etc., etc. C'est pour ça que moi j'ai cessé de signer les pétitions. On ne sait pas, quand vous la signez, il n'y a pas une virgule. Quand ça va partir avec votre nom en bas, on ajoute un point, virgule, le sens de la phrase n'est plus... voilà. Donc du coup, vous êtes liés. Parce que quand on signe une pétition, on regarde quels sont les noms les plus proéminents. Si c'est signé par quelqu'un qui vend des arachides au coin là, bon, ça va. L'autre qui vend des fromages, ça va. Mais dès qu'on dit Catherine Deneuve, la pétition de Catherine Deneuve. Donc ça devient votre pétition. Donc elle a signé cette pétition et Valérie Pécresse, dans sa colère, s'est dit, c'est une femme qui est contre la France,
puisqu'il y a un collège qui a le nom Collège Angela Davis, on va enlever ça pour mettre Collège Rosa Parks. Alors, Rosa Parks, c'est cette femme qui avait refusé de céder sa place dans un bus à l'époque de la ségrégation raciale. Elle avait refusé de donner sa place à un blanc. Mais sauf que ce que Valérie Pécresse ne comprenait pas, que c'était la même lutte que menaient les deux femmes. Les moyens pour atteindre les objectifs étaient différents. Rosa Parks, quand même, militait pour la libération d'Angela Davis dans les prisons. C'est pour ça, quand on avait posé la question à Angela Davis à France Inter, que vous inspire ce que Valérie Pécresse a fait en enlevant votre nom, en mettant Rosa Parks. Elle a dit, je suis sûr qu'elle ne sait même pas qui est Rosa Parks. Voilà. Et moi, je suis persuadé, dans ce sens, puisque ça a été fait, j'espère qu'elle respire, mais moi, je ne respire pas. C'est ce que j'ai dit dedans. Voilà. Et il y a une autre, enfin, on pourra en citer beaucoup d'autres, mais enfin, vous prenez un autre exemple, qui est celle des, je ne sais plus la date, enfin, il y a quelques années, des photos, vous savez, qui avaient été contre Christiane Taubira, la figurant comme un singe, oui, la question de... Et voilà. d'identifier les Noirs à des singes comme des Des footballeurs, par exemple, auxquels on jetait des bananes ou des choses comme ça. Ça, c'est pas un fait anecdotique, c'est quelque chose qui est ancré quand même dans la, Mais dans la mémoire. tous ces chapitres, vraiment, quand les Pécresse, les Taubira, ça montrait l'actualité de la pensée d'Angela Davis. Et c'est pour ça que je ne voulais pas écrire un livre qui regarde le passé, mais un livre qui traite les anémies du présent et qui prévient peut-être nos contradictions du futur. C'est pas pour dire que les gens ne peuvent pas changer, ils peuvent, mais la génération d'aujourd'hui ne peut comprendre Angela Davis que si on leur donne des exemples qui sont de leur temps. Si je vais leur donner un exemple de Rosa Parks, ça c'est notre génération, on peut s'en souvenir. Mais immédiatement, Vinicius ou quoi, les joueurs à qui on lance des bananes, tout ça là, dès qu'on le met, ils le comprennent dans ce sens. Et leur dire aussi que le terme, par exemple, on dit racisme structurel ou institutionnel, sont des termes qui sont utilisés aux États-Unis. Et souvent, les analystes sont trop rapides à vouloir venir les appliquer en France sans pour autant voir la spécificité américaine de la situation. L'Amérique est une nation qui a été une nation séparatiste, les Noirs et les Blancs. Même dans les colonies, il n'y avait pas un endroit où les colons avaient dit restaurant pour les Noirs, restaurant pour les Blancs. Nous ne voulions même pas aller là-bas. Puisque quand tu allais là-bas, c'est que tu étais un indigène qui avait subi une petite éducation et tu allais là-bas, commis, tout ça là. C'est cher pour nous. C'était écrasant dans ce sens. Mais il n'y avait pas une sorte de police frontière. Dès que tu arrivais, le noir là, tu ne vas pas là. Aux États-Unis, c'était le cas. Ces toilettes, c'est pour les noirs, ces autres pour les blancs. Même quand il n'y a pas un blanc à 18 000 km², hein, vous pouvez même pisser dans vos pantalons parce qu'il y a un noir qui est dans les toilettes des noirs et celui des blancs, celle des blancs, c'est libre. Moi, il arrive que si je vais dans un endroit, un restaurant, il n'y a pas de femmes alentour, je vais dans les toilettes des femmes. S'il y a un homme qui est en train de faire je ne sais pas quoi longtemps, voilà. Tout de suite, hein. Ah oui, voilà. Sur ces questions, enfin, par exemple sur cet exemple de Christiane Taubira, vous disiez, mais comment est-ce qu'il faut répondre? On aurait pu peut-être condamner ces gens-là. Et là, par exemple, vous avez, je peux peut-être le dire parce que c'est un passage très important aussi. Vous voyez là, ce passage-là. Qui s'arrête. Ok, d'accord. Et qui. D'accord. Devrions-nous nous réjouir que l'auteur des insultes lancées contre Christiane Taubira ait été condamné à 2 mois de prison ferme et Anne-Sophie Leclerc à 9 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité? Oui. Sans doute. Sauf à penser que ça ne changera rien au fait que nous sommes entrés dans une ère où le raciste passe aux yeux de certains pour un résistant courageux face à une pensée humaniste faiblarde.
Nous avons fabriqué ce monstre de toutes pièces, le laissant impunément parader dans les allées de la courtoisie et de la tolérance, sous couvert de la liberté d'expression. Le racisme se propage en France, il se dissimule même derrière des principes censés être le socle de la nation française. Certes, le racisme, les exclusions et la xénophobie sévissent aussi entre Noirs, malgré l'apparente aberration d'un tel constat. Regardons comment sont traités certains Haïtiens en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Ils subissent une exclusion sociale et administrative, sans oublier une maltraitance et des insultes rabaissantes quotidiennes. Le vocabulaire de l'animalité utilisé avec le dessein d'effacer l'autre a fonctionné à plein régime pendant le génocide au Rwanda, quand les Tutsis n'étaient plus désignés que par les mots de cafard ou de cancrela, afin qu'ils soient exterminés comme tels. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup frappé, parce que ça résonne avec une actualité récente, en plus des élections récemment. Oui. Et le fait que finalement, on ne sait pas toujours bien comment réagir face au racisme, parce que l'antiraciste passe presque pour, comme vous le dites, pour quelqu'un de faible par rapport au raciste ou à l'antisémite, je ne sais pas quoi, qui s'affirme et qui a l'impression d'être une personne courageuse. Je pense aussi que notre salut, c'est la culture. Moi, j'ai souvent constaté que je ne sais pas pourquoi les racistes ont peur de moi. Je me suis toujours dit, peut-être parce que je connais leur histoire, je maîtrise leur histoire, j'ai été nourri dans leurs pensées, dans leur univers, que lorsqu'on va discuter, ils ne pourront jamais aller fouiller peut-être dans mon histoire, puisqu'ils l'ont négligé, ils l'ont considéré comme sans valeur. Et donc je pense que de plus en plus de Français qui s'ouvrent au monde, qui voyagent, qui adoptent certaines cultures, qui l'étudient, chaque fois c'est un pas vers l'apaisement que nous allons. Et il reste peut-être un gang de personnages qui ne veulent pas étudier ce qui est au monde parce qu'ils pensent qu'ils ont l'histoire pure. Il n'y a plus, Jean-Paul Sartre le disait, la pureté est une idée de fakir et de moine. Donc il n'y a pas dans les mains sales. Donc il n'y a pas cette sorte de pureté civilisationnelle. Et chaque fois que le raciste sentira que vous avez des armes pour le combattre, non pas physiquement, mais intellectuellement, culturellement, il ne voudra pas discuter. Parce qu'il passe par le populisme. Le populisme, c'est de l'art de faire boire à la population un verre qui n'est pas rempli d'eau pure. C'est mélangé avec des choses et le peuple a toujours tendance à aller vers le populisme. Le peuple a toujours tendance à se réjouir de la démolition des icônes. Alors, on les détruit, on va vers la France naturelle, impériale, et ça n'a pas une circonscription. Même les racistes, quand vous les laisserez vous leur créez un village, ils vivent tous entre racistes, ils vont trouver des moyens de trouver un raciste contre un autre raciste. Parce que c'est dans leur nature. Il va dire maintenant, bon, il n'y a plus de noirs, il n'y a pas d'arabes, pourquoi il est brun? Pourquoi il est roux? Moi, j'ai vu ici, quand on était venu en France, il y avait un certain dédain aux femmes rousses. Mais nous, quand on vivait au Congo, on avait le rêve des rousses. Parce qu'il y avait une photo de Johnny, il était roux à l'époque, dans le cinéma Rex, il était avec, je ne sais pas, la femme de le pauvre Sylvie, voilà. Nous, on disait, quand j'irai en France, je vais trouver ma rousse. Et quand on est arrivé, moi je suis arrivé à Nantes, on était à la chasse aux rousses. Donc il y avait une rousse là. J'ai vu une rousse qui habite au coin là-bas, on va l'attendre. Mais là, et le copain français, oh, il y a des blondes, tout cela. Non, nous c'est les rousses qu'on voulait. Voilà. On peut terminer d'ailleurs sur
cette dernière question de la transmission, puisque finalement, on doit se demander maintenant, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes filles qui vont prendre la suite, qui arrivent, notamment elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas jamais dissuader la race, le genre et la classe sociale, pas opposer les gens comme je viens de l'expliquer. Et aussi, j'ai pensé, vous l'évoquez en reparlant pour terminer de tonton René, de notre oncle René, de vous dire finalement les livres qu'elle signe ou ce livre que vous signez là aujourd'hui, que vous avez signé encore, eh bien c'est un livre qui va peut-être rentrer dans les familles, que les gens vont se transmettre, comme le livre de tonton René vous a influencé, vous, par sa seule présence dans la bibliothèque familiale. Donc là, il y a un geste qui se perpétue. Voilà, c'est la transmission. Et j'espère que la version poche, il y aura une photo qui ressemble un peu à la photo de mon enfance. Donc, dans une année, quand on sera en poche, il y aura ce regard. Et au moins, j'ai payé ma dette. L'écrivain, c'est quelqu'un qui paye ses dettes. Ça prend du temps, mais il finit par payer. Il paye. J'ai payé ma dette chez Paul Bill, j'ai payé ma dette chez Angela Davis, j'ai payé ma dette au Noir de France en écrivant le sanglot de l'homme noir, j'ai payé mes dettes à mes pérégrinations américaines dans Rumeur d'Amérique, j'ai aussi payé mes dettes en parlant de 8 leçons sur l'Afrique, ce que moi je perçois comme l'Afrique. C'est comme ça que doit se constituer peut-être notre besace du savoir. Aller rechercher quelles sont les dettes qui ont été impayées depuis des décennies ou depuis des siècles et faire de sorte de les diminuer pour que la génération qui vient ne soit pas surendettée culturellement. Voilà. Peut-être, si on le permet, on peut peut-être se tourner vers la salle et on n'a pas le choix, on est devant la salle. Proposer de passer le micro. Si madame est en forme là. Elle a préparé sa question. Non, comme est-elle rousse. Oui. Vous parlez d'un sujet qui m'intéresse. J'ai fait une thèse sur le racisme dans le cadre de mes études. Oui. Et je voulais savoir quelle est la différence entre le racisme américain et le racisme français. Alors, il est peut-être plus officiel aux États-Unis. Oui, je pense que, je suis sûr que vous l'avez abordé dans votre thèse. Je pense que le racisme américain est le résultat aussi de peut-être la genèse de l'arrivée, je parle du racisme noir, après l'antisémitisme c'est autre chose, la genèse de l'arrivée de ce noir dans leur espace territorial. Dès le départ, ils étaient frappés de la maquette ou de l'étiquette d'esclave, c'est-à-dire des gens qui venaient vraiment au bas de la société, qui n'étaient pas considérés. Ils sont arrivés par le biais de la traite négrière, on les a vendus, les familles les ont achetés, et ça prend des siècles et des siècles avant que les gens puissent regarder ces individus comme étant des individus équivalents. Et donc, du coup, ils ont occupé immédiatement le bas de la société, et chaque fois que le capitalisme voudrait s'étendre pour utiliser peut-être son capital, eh bien, on oppresse toujours la partie la plus faible de la population. Et cette partie, ce n'était ni les Juifs, ni les Asiatiques, c'était surtout les Noirs qui étaient venus sans rien. Parce que si vous venez, par exemple, et que vous amenez une compagnie, vous êtes économiquement fort. Donc les Noirs, petit à petit, essaient de monter pour devenir dans une société où leur capital est considéré.
Donc ça, c'est une question liée à l'esclavage. Celui de la France est lié peut-être à l'inconscient colonial, parce que nous avons été colonisés. Et donc le discours même du colonisateur, c'était d'expliquer aux petits Français qui naissaient nos colonies, nos terres, nos indigènes. Donc là aussi, ça peut créer dans l'inconscient de l'enfant qui grandit le fait que ces gens sont petits puisqu'ils nous appartiennent. Et ça crée aussi du côté des Africains le complexe d'infériorité en disant le blanc a tout inventé puisqu'il est capable même de nous approprier, de s'approprier notre individualité. Donc c'est deux éléments différents et la plupart du temps quand les gens font des analyses pour traiter les questions aux États-Unis et en France, l'erreur était toujours de ne pas comprendre d'un côté l'esclavage et de l'autre la question coloniale. En France, on ne veut pas trop parler de la question coloniale, on veut qu'elle soit enseignée selon le discours officiel. Aux États-Unis, ils se sont battus, l'esclavage est étudié, est analysé et les responsabilités sont claires. Et nous, on se bat depuis ces années de parler un peu du passé colonial, de montrer la beauté de l'Afrique, de montrer d'autres éléments. Et les nouvelles générations de Français étudient ça. Les Pascal Blanchard, mon ami, c'est un blanc, mais qui étudie la question coloniale. Ils sont nombreux à faire ces études-là. Donc la distinction, c'est la colonisation et l'esclavage. Avec la seule différence que les Européens ont participé aux deux systèmes. Donc c'est eux qui ont amené les Noirs du côté de l'Amérique. Voilà. Merci. Qui le veut? Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais rebondir sur une remarque sur la question de madame, justement sur le racisme américain et français qui sont totalement différents, mais j'ai parfois l'impression que en disant justement que c'est différent, on balaye de revers de la main les difficultés que l'on rencontre en France en raison justement de cette histoire coloniale. Et est-ce que lorsqu'on fait ces distinctions dans les médias, on ne devrait pas insister aussi sur notre réalité, sans nécessairement mettre à chaque fois la poussière sous le tapis en disant que c'est différent, ça ne nous concerne pas. Et puis le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le fait qu'en France, des figures comme Angela Davis sont très controversées, elles crispent à chaque fois qu'on parle de ces personnages-là, au même titre par exemple que Frantz Fanon. Comment on pourrait faire pour recréer justement ce récit national qui permettrait de réintégrer ces personnages-là pour qu'on puisse créer quelque chose de transversal? Merci. Merci beaucoup pour les questions. Je pense qu'il ne faut pas effectivement que la distinction des origines du racisme soit utilisée pour excuser un racisme par rapport à l'autre. Ah ouais, mais vous là, vous vous plaignez, on est en Amérique, là-bas c'est chaud. Donc on ne peut pas, le racisme reste le racisme. Quelle que soit la manière, c'est l'étude des origines permettre peut-être de nous amener vers comment résoudre au moins ce qu'on peut résoudre. Parce que si vous ne savez pas comment vous vous êtes blessé ou quoi là, et quelle est la maladie que vous avez, quel médicament on va vous donner. On va dire, ah ben s'il a touché là, ça doit être peut-être, je ne sais pas, le cœur, alors que c'est une veine qui a éclaté quelque part. Donc l'étude des origines de l'essence ne doit pas être détournée vers l'excuse pour les conséquences qu'on voit sur le terrain. Parce qu'on a, ça reste le racisme avec les mêmes conséquences, des victimes qui sont vraiment dans le désespoir total, des crimes qui sont commis sous cet aspect. On ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude, la concurrence de mémoire. On dit, ah mais nous on a perdu 10 millions, vous avez perdu 2, donc même quand on perdait une personne, c'est un désespoir déjà. C'est l'humanité qui régresse. Donc dans ce sens, je vous rejoins. Vraiment dans mon esprit, je ne pardonnerai jamais le racisme sous prétexte que au moins ce racisme-là, il a permis que le noir-là il puisse travailler dans la sécurité. Non. Donc le racisme restera toujours
anémie sociale qu'il faut éradiquer, même si on se dit qu'on n'en arrivera jamais au bout, mais on va limiter au maximum l'expression de ce genre de comportement pour que nous restions des êtres humains. Et je sais que beaucoup, souvent, dans les partis extrêmes, utilisent l'argument de ça c'est l'Amérique, c'est pas la France, ça c'est l'Amérique, c'est pas la France. Et il y a des choses aussi crapuleuses qui se passent en France et qui peuvent stupéfier les Américains et même nous-mêmes. Il y a des choses qui se sont passées, je veux dire que on prend des gens, Ilian ou quoi, qu'on prend, qu'on met dans... qu'on prend en otage, tout simplement parce que vous êtes juif, donc vous avez l'argent, etc., etc. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être vus dans ce sens. Et puis, l'autre pendant de la question, c'était... C'est la place d'Angela Davis. Oui, voilà, la place d'Angela Davis. Mais la place d'Angela Davis, c'est un personnage très controversé. C'est un personnage, on ne le cache pas, de la radicalité, même de la pensée noire. Mais là encore, si vous voyez les tendances aux États-Unis, il y avait à peu près 3 ou 4. La tendance la plus dure, c'était la tendance, et c'est toujours la tendance des Black Muslims, c'est-à-dire les Noirs musulmans. C'est de là que venaient les Malcolm X, c'est de là qu'il y a aujourd'hui les Farrakhan, c'est de là que justement vous avez les Elijah Muhammad, c'est-à-dire qu'ils demandaient la séparation radicale des Blancs et des Noirs. Les Noirs doivent avoir leur université, leur collège, leur football, les Blancs de l'autre côté. Donc une société comme ça, il n'y a pas de discussion avec les autres. Et puis vous avez l'aile d'Angela Davis qui étaient les Black Panthers. Les Black Panthers, c'est vrai, ils étaient dans la radicalité de chercher la solution par les moyens les plus violents aussi, mais avec la possibilité de discuter. Et ils discutaient beaucoup avec ce qu'on appelait les White Panthers. C'est les panthères blanches qui étaient un groupe de blancs qui luttaient pour la liberté des droits civiques des Noirs. Donc, c'était un groupe vraiment philanthropique. Hein. Donc, ils discutaient souvent et les Black Panthers estimaient que s'ils donnaient certaines directives à ces Blancs étaient à même d'aller discuter avec les autres Blancs pour desserrer les taux dans ce qui était là. C'est un peu comme nous, quand on venait, tu es avec une copine blanche, tu appelles avec ton accent, on ne te donne pas la maison, et tu laisses passer 15 minutes, tu donnes à ta copine blanche qui appelle, vous avez la maison. Quand le propriétaire arrive, on est déjà là en train de boire le thé. C'est fini. Voilà, c'est un peu cela. Donc, je pense que vous avez cette tendance des Black Muslims durs, vous avez la tendance des Black Panthers qui étaient, c'est vrai, durs, mais ouverts, et vous avez une tendance plus ouverte encore qui était celle de Martin Luther King, plutôt non-violence, pacifisme, etc., etc., etc. Mais toutes ces 3 tendances constituaient ce qu'on appelait le Black Power, le pouvoir noir. Donc, c'est comme vous avez un parti politique, le parti, c'est pas le PS, mais avec des courants. Mais ils sont tous de la gauche avec des courants. C'est ce qui se passe ici. La droite, voilà, vous avez le centre, l'extrême droite, la droite traditionnelle, la gauche aussi la même chose, ex-Arlette Laguillé, voilà, les capitalistes nous ont tout pris. Donc voilà, on a cette sorte de courant. Mais si vous les divisez, vous ne comprenez pas forcément l'Amérique. C'est pour cela que les livres comme ça sont des livres qui font ressortir ce qu'il y a d'humain et ce qu'il y a d'essentiel dans la geste, dans le parcours de cette femme, ce qui peut nous aider aujourd'hui à nous fédérer.